Il se moquait de lui. Il le montrait du doigt et riait alors que l'encre était encore fraîche sur le certificat de décès de leur père. Arthur Sterling se tenait dans ce bureau lambrissé d'acajou, tenant un acte de propriété délabré pour une cabane pourrie d'une valeur de 5 dollars, tandis que son frère et sa sœur repartaient avec un empire de plusieurs millions de dollars. Il le traitait de mouton noir et d'échec familial. Mais ils ne savaient pas ce que le vieux Harrison Sterling avait caché sous le plancher de cette cabane de montagne. Ils ne savaient pas que cet héritage sans valeur était en réalité un test et un piège. Lorsqu'ils découvrirent la vérité, il était trop tard. Arthur n'était pas seulement riche, il détenait la clé de leur destruction. La pluie à Seattle ne tombait pas simplement. On aurait dit qu'elle essayait d'effacer la ville. Pour Arthur Sterling, c'était une affaire personnelle. Il était assis au fond de la salle de réunion élégante et luxueuse de Sterling & Associates, serrant la main de sa fille de 7 ans, Mara. Son imperméable était rapiécé au coude, contrastant fortement avec les costumes en laine italienne portés par les deux personnes assises en bout de table, ses frères et sœurs, Richard et Catherine. Richard consulta sa Rolex, une lourde montre en or qui coûtait plus cher que ce qu'Arthur gagnait en 1 an dans le bâtiment. « Pouvons-nous accélérer les choses, Monsieur Henderson? J'ai un thé au club dans 1 heure, et Catherine a un vol pour Milan. »« C'est la volonté de notre père, Richard, » dit Arthur calmement, la voix rauque à cause d'un rhume pour lequel il ne pouvait pas se permettre de prendre un congé maladie. « Fais preuve d'un peu de respect. » Catherine ne le regarda même pas. Elle faisait défiler son téléphone, ses ongles parfaitement manucurés cliquetant contre le verre. « Oh, tais-toi, Artie. Nous savons tous comment ça se passe. Papa était déçu de toi de son vivant. Ne t'attends pas à ce qu'il change d'avis maintenant qu'il est mort. » Monsieur Henderson, l'avocat de la famille qui avait servi Harrison Sterling pendant 40 ans, s'éclaircit la gorge. Il semblait mal à l'aise. Il ajusta ses lunettes à monture métallique et ouvrit le lourd classeur en cuir. « Comme vous le savez, » commença Henderson, « la succession est considérable. » Harrison était un homme aux sentiments complexes. « C'était un génie, » corrigea Richard. « Il était riche, » ajouta Catherine. « À mon fils aîné, Richard. » Henderson lut. « Je lègue le portefeuille d'investissement Sterling, l'appartement terrasse à Manhattan et les actions majoritaires de l'entreprise familiale. » Richard sourit, se pencha en arrière et fit un clin d'œil à Arthur. « À ma fille, Catherine, » continua Henderson, « je lègue les liquidités totalisant 12 millions de dollars, la propriété en France et la collection de voitures anciennes. » Catherine leva enfin les yeux, un sourire carnassier se dessinant sur son visage. « Enfin, cette horrible Ferrari va être vendue immédiatement. » Arthur serra plus fort la main de Mia. Il ne voulait pas des millions. Il voulait juste assez pour rembourser les frais médicaux liés au traitement du cancer de sa défunte épouse. Il voulait juste arrêter de faire des doubles gardes pour pouvoir aider Ma à faire ses devoirs. Juste un peu d'aide, c'était tout ce qu'il demandait. Et enfin, la voix de Henderson baissa d'une octave. Il hésita, regardant Arthur avec pitié dans les yeux. « À mon plus jeune fils, Arthur, qui a choisi de quitter l'entreprise familiale pour mener une vie plus simple. » Richard ricana. Il a choisi d'être un perdant. Je lègue la propriété située au 4400 Blackwood Ridge. Le silence se fit dans la pièce. Richard fronça les sourcils. Blackwood Ridge? Qu'est-ce que c'est? Une station de ski? Henderson secoua la tête. Il fit glisser un morceau de papier sur la longue table en acajou vers Arthur. Ce n'était pas une épaisse pile d'obligations, ni un acte notarié brillant. C'était un document jauni et froissé qui semblait avoir servi de dessous de tasse à café. C'est une structure isolée sur un terrain de 4 acres non constructible dans les Cascades, expliqua Henderson. Votre père a acheté le titre de propriété lors d'une vente aux enchères du comté en 1982. Le prix d'achat était de 5 dollars. « 5 dollars? » s'écria Catherine, avant d'éclater d'un rire cruel et aigu. « Papa a laissé à Artie une maison à 5 dollars. »« Oh, c'est poétique! » Richard se mit à rire lui aussi. Un rire grave et tonitruant qui fit se recroqueviller Maya contre Arthur. Une maison à 5 dollars pour un fils à 5 dollars. C'est probablement une dépendance, Arthur. Tu pourras peut-être la rénover. Tu es doué avec un marteau, n'est-ce pas? Arthur fixa le morceau de papier. Valeur d'évaluation négligeable. État insalubre. Y a-t-il autre chose? Demanda Arthur, la voix tremblante. Maya a besoin d'un appareil dentaire. J'ai des dettes, Monsieur Henderson. Je crains que non, répondit doucement l'avocat. Le testament est explicite. À Arthur, je lègue le vide des montagnes afin qu'il puisse trouver ce qu'il cherche. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Très bien. Richard se leva et boutonna sa veste. Encore des ordures. Nous profiterons de votre manoir, Artie. Ne nous demandez pas d'argent pour l'essence pour nous y rendre.
Catherine se leva et passa devant Arthur, s'arrêtant juste le temps de se pencher. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes désespéré, j'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer la piscine de ma nouvelle propriété. Je vous paierai le salaire minimum. Ils quittèrent la pièce dans un tourbillon d'eau de Cologne coûteuse et de privilèges, laissant Arthur seul avec une fillette de 7 ans perplexe et un bout de papier qui valait moins qu'un sandwich. « Papa !» murmura Maya en levant ses grands yeux humides. « On est riche maintenant ?» Arthur ravala la boule qu'il avait dans la gorge, luttant contre les larmes d'humiliation. Il regarda l'acte. 4400 Blackwood Ridge. C'était à 4 heures de route. Il avait été expulsé de leur appartement ce matin-là, ce qu'il n'avait pas dit à ses frères et sœurs. Il n'avait nulle part où aller. « Non, ma chérie, » dit Arthur en esquissant un sourire qui lui brisait le cœur. « Nous ne sommes pas riches, mais nous partons à l'aventure. » Le trajet jusqu'à Blackwood Ridge prit 6 heures dans la Ford Taurus cabossée d'Arthur, principalement parce que la voiture surchauffa 2 fois dans les cols de montagne. Lorsqu'ils s'engagèrent sur la route de gravier non goudronnée indiquée par le GPS, le soleil se couchait, projetant de longues ombres violacées sur la dense forêt de pins. La route ressemblait à peine à un sentier de serre. Les branches raclaient les côtés de la voiture, grinçant comme des banshees. Maya dormait sur la banquette arrière, serrant son lapin en peluche, inconsciente du fait que son père agrippait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. « S'il te plaît, sois habitable », murmura Arthur au tableau de bord. « S'il te plaît, aie juste un toit », annonça le GPS. « Vous êtes arrivés. » Dès que les arbres se sont éclaircis, Arthur a arrêté la voiture. Il a regardé fixement. Il a coupé le moteur et le silence des montagnes s'est abattu, lourd et oppressant. Ce n'était pas une maison. Ce n'était même pas une cabane. C'était une cabane qui semblait avoir été vomi par la terre elle-même. Le bois était gris et déformé, recouvert de mousse. Le porche s'affaissait dangereusement vers la gauche. Les fenêtres étaient condamnées par des panneaux de contreplaqué noircis par la pourriture. Cela ressemblait au décor d'un film d'horreur où personne ne survit à la première nuit. « Papa !» Maya se réveilla en se frottant les yeux. Elle regarda par la fenêtre. « Est-ce que c'est la maison de grand-père? » Arthur prit une profonde inspiration. « C'est notre maison maintenant, ma chérie. Viens. » Ils sortirent dans l'air froid de la montagne. Il faisait glacial. Arthur prit une lampe de poche dans le coffre. Il monta les marches qui craquaient, les testant une à une pour s'assurer qu'elles ne céderaient pas. La porte d'entrée n'avait pas de serrure, principalement parce qu'elle n'avait pratiquement pas de poignée. Il la poussa pour l'ouvrir. L'odeur les frappa en premier. De la pourriture sèche et quelque chose de métallique, comme de vieilles pièces de cuivre. Arthur éclaira la pièce avec sa lampe. Il n'y avait qu'une seule pièce. Un poêle à bois rouillé était posé dans un coin. Il y avait un lit de camp avec un matelas rongé par les rats. Une table à 3 pieds était appuyée contre le mur. « C'est moche », dit Maya, la voix tremblante. « On peut l'arranger », dit Arthur, essayant d'insuffler à sa voix un enthousiasme qu'il ne ressentait pas. « On va le nettoyer. Ce sera comme du camping. » Il passa l'heure suivante à essayer de rendre l'espace habitable. Il balaya les excréments de rats avec une branche de pin. Il installa leur sac de couchage sur le sol, car le lit de camp représentait un risque biologique. Il réussit à allumer un petit feu dans le poêle à bois, en priant pour que la cheminée ne soit pas bouchée. Alors que le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur le papier peint décollé, Arthur s'assit, la tête entre les mains. Ses frères et sœurs avaient raison. Il était un échec. Il avait traîné sa fille dans un taudis au milieu de nulle part parce qu'il ne pouvait pas subvenir à ses besoins. « Papa, regarde !» dit Maya. Arthur leva les yeux. Maya se tenait près du mur du fond, où le papier peint se décollait en larges bandes humides. Elle grattait quelque chose. « Ne touche pas à ça, c'est sale », l'avertit Arthur. « Mais il y a une porte, dit-elle. » Arthur fronça les sourcils. Il se leva et s'approcha. Derrière le papier peint à fleurs qui se décollait, qui semblait dater des années 1940, il y avait une jointure dans le bois. Ce n'était pas une porte menant à une autre pièce. La cabane était trop petite pour cela. C'était un panneau. Il utilisa son couteau de poche pour soulever le bord du bois. Dans un grincement de charnière rouillée, une partie du mur s'ouvrit. C'était un placard peu profond caché entre les montants. À l'intérieur, il n'y avait ni or, ni liasse de billets. Il n'y avait qu'un seul livre relié en cuir et une lourde clé en fer suspendue à un crochet. Arthur prit alors le livre. Il était lourd. Le cuir était craquelé et taché. Il ouvrit la première page. L'écriture était irrégulière, frénétique, complètement différente de l'élégante cursive de son père. Mais la signature au bas de la première entrée
fit s'arrêter le cœur d'Arthur. Propriété de Silas Blackwood, 14 juin 1922. Arthur feuilleta les pages. Ce n'était pas un journal intime. C'était un registre. 20 juin. La veine est plus profonde que nous le pensions. La couleur n'est pas la bonne. Ce n'est pas de l'or. C'est autre chose, quelque chose de lourd. 4 juillet. Les hommes tombent malades. Ils crachent de la poussière noire. Nous devons fermer le puits inférieur. 1er août. Le représentant du gouvernement est venu aujourd'hui. Je lui ai dit que c'était une mine de cuivre. Il m'a cru. Nous avons scellé l'entrée. Personne ne doit savoir ce qu'il y a vraiment là-dessous. Arthur regarda la clé dans sa main. C'était du vieux fer forgé à la main. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Maya appuyée contre sa jambe. « Une histoire » murmura Arthur. « Une vieille histoire. » Soudain, un bruit sourd retentit sous leurs pieds. Arthur se figea. Ce n'était pas la maison qui s'affaissait, c'était un cliquetis mécanique rythmé. Clang, 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 il provenait de sous le plancher. Arthur attrapa la lampe de poche et tira le tapis au centre de la pièce. Là, au ras du sol, se trouvait une trappe. Elle était cadenassée. Il regarda la clé dans sa main. Il regarda le cadenas. « Maya, » dit Arthur d'une voix grave, « va t'asseoir sur ton sac de couchage et ne bouge pas. » Arthur s'agenouilla. Ses mains tremblaient. Il glissa la clé en fer dans le cadenas. Elle tourna avec un clic satisfaisant. Il retira le cadenas et saisit l'anneau en fer de la trappe. Il la souleva pour l'ouvrir. Un souffle d'air froid et vicié s'engouffra, repoussant ses cheveux en arrière. Ça sentait la terre et l'huile. Le faisceau de la lampe torche transperça l'obscurité, révélant une échelle en bois descendant dans un puits en béton. Ce n'était pas une cave à légumes, c'était un bunker. Et au pied de l'échelle, éclairée par le faisceau lumineux, se trouvait une maillette en acier moderne. Elle semblait toute neuve. Le cœur d'Arthur battait à toute rompre. Cette cabane était abandonnée depuis des décennies. Son père l'avait achetée pour 5 $, qui avait mis une maillette toute neuve là-bas. Il regarda Maya, puis revint vers le trou. « Reste là », ordonna-t-il. Arthur descendit. Il attrapa la poignée de la maillette. Elle était lourde. Il remonta précipitamment l'échelle, claqua la trappe et traîna la maillette jusqu'à la lumière du feu. Elle avait une serrure à combinaison. Il ne connaissait pas le code. Frustré, il attrapa un marteau rouillé dans un coin de la pièce et brisa le loquet. Il fallut 3 coups, mais le cadenas se brisa. Il ouvrit la mallette. Il s'attendait à trouver de l'argent. Il s'attendait à trouver des chiens. Il s'attendait à trouver des bijoux. Au lieu de cela, il trouva des photos, des dizaines de photos, des photos de surveillance en haute résolution. La première photo montrait son frère Richard acceptant une maillette des mains d'un homme vêtu d'un trench coat. La deuxième photo montrait sa sœur, Catherine, en train de signer un document dans un restaurant sombre. La troisième photo représentait son père, Harrison, l'air terrifié, assis sur une chaise, un pistolet pointé sur la tête. Et au-dessus des photos, il y avait une lettre tapée à l'encre sur du papier à en-tête de Sterling & Associates, datée de 3 jours avant la mort de son père. « Arthur, si tu lis ceci, je suis mort. Et si je suis mort, c'est eux qui m'ont tué. Tu étais le seul en qui j'avais confiance, car tu étais le seul à ne pas vouloir mon argent. La cabane n'est pas une cabane. C'est l'entrée du coffre-fort de Blackwood. Et la clé n'est pas pour l'argent, elle est pour les preuves. Ils pensent que je ne t'ai rien laissé. Je t'ai laissé l'arme pour les éliminer tous. Mais fais attention, mon fils. Ils surveillent. » Arthur laissa tomber la lettre. Le vent hurlait dehors, secouant les murs fragiles de la cabane. Puis des phares balayèrent la fenêtre condamnée. Des pneus crissèrent sur le gravier à l'extérieur. Quelqu'un était là. Arthur éteignit immédiatement la lampe torche. L'obscurité soudaine dans la cabane était totale, à l'exception des braises mourantes dans le poêle à bois, qui projetait une faible lueur rouge sans sur le plancher. « Papa » murmura Maya, la voix tremblante de panique. « Chut » siffla Arthur en rampant vers elle. Il la souleva et la plaqua derrière le poêle en fonte, la seule chose à l'épreuve des balles dans la pièce. « On va jouer à un jeu, Maya, comme à cache-cache. Tu dois être aussi silencieuse qu'une souris. Promets-le-moi. » Elle acquiesça, serrant son lapin en peluche si fort que son cou était plié en arrière. Arthur se glissa jusqu'à la fenêtre et regarda à travers une fissure dans le contreplaqué pourri. Le véhicule à l'extérieur était un SUV noir, élégant et déplacé dans le décor accidenté de la forêt. Le moteur tournait au ralenti avec un ronronnement grave et menaçant. Les phares traversèrent la brume, illuminant le porche. Une porte s'ouvrit. Un homme sortit. Il n'était pas habillé pour faire de la randonnée. Il portait un long trench coat gris anthracite et de lourdes bottes. Il ne ressemblait pas à un touriste égaré. Il ressemblait à un problème. Arthur se précipita vers la trappe.
Il attrapa la mallette en acier et le registre. Il savait, avec un sentiment de naufrage dans le ventre, que la lettre de son père n'était pas le fruit d'un délire paranoïaque. C'était un avertissement qui était arrivé 5 minutes trop tard. Toc, toc, toc. Le son résonna dans la fragile cabane comme des coupes de feu. « Monsieur Sterling », appela une voix. Elle était douce, calme et terriblement polie. « Je m'appelle Monsieur Garrison. Je travaille pour une connaissance commune de votre frère, Richard. Nous savons que vous êtes là. Le moteur de la voiture est encore chaud. » Arthur ne répondit pas. Il chercha une arme du regard. Le marteau qu'il avait utilisé pour casser la serrure était toujours par terre. Il était dérisoire face à ce que Garrison devait avoir sous son manteau. « Nous ne voulons pas vous faire de mal, Arthur. » Garrison continua à monter les marches du Porsche d'un pas lourd. « Crec, crec. Nous voulons juste la maillette. Votre père a volé quelque chose qui appartient à la Zenith Corporation. Donnez-la nous et vous pourrez partir avec la petite fille. Vous pourrez même garder les 5 $ que vaut la propriété. » Arthur sentit son sang se glacer. Il savait pour Maya. Il regarda la trappe. C'était leur seule issue. Mais s'il l'ouvrait maintenant, Garrison l'entendrait. « Je vais compter jusqu'à 3. »« Arthur, » dit Garrison en s'arrêtant juste devant la porte. « Ensuite, je vais enfoncer cette porte. Et vu l'état de la structure de cet endroit, le toit risque de s'effondrer avec. 1. » Arthur attrapa la poignée de la trappe. Il regarda Ma. Elle était terrifiée. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. 2. Arthur ouvrit la trappe d'un coup sec. Elle grinça. 3. Crash. La porte d'entrée vola en éclats, s'envolant de ses gonds rouillés. Garrison se tenait dans l'embrasure de la porte, silhouetté par les phares, un pistolet silencieux levé dans la main. « Allez-y !» hurla Arthur, poussant la mallette et le registre dans le trou avant d'attraper Maya et de la jeter pratiquement sur l'échelle. Garrison tira. 2 balles s'enfoncèrent dans le plancher à quelques centimètres des pieds d'Arthur. Des éclats de bois lui transpercèrent le mollet. « Descends! Descends !» hurla Arthur, protégeant la tête de Mia avec son corps tandis qu'il se précipitait sur l'échelle. Il tomba dans l'obscurité, ses bottes dérapant sur les échelons. Au-dessus de lui, Garrison se précipita vers le trou. « Arrête !» cria le tueur à gages. Arthur heurta le sol en béton du puits. Il leva les yeux. Garrison se tenait dans le carré de lumière, pointant son arme vers le bas. Arthur aperçut un lourd levier en fer sur le mur du puits, portant l'inscription « Ventilation Control, 1928 ». Il était rouillé mais relié à un énorme système de contrepoids situé au-dessus. Il sauta dessus, suspendant tout le poids de son corps au levier. Dans un grincement métallique qui ressemblait au bruit d'un train mourant, une énorme plaque d'acier glissa horizontalement à travers le puits, s'ouvrant et les enfermant à l'intérieur. Bang! Une balle ricocha sur la plaque qui se refermait au moment même où elle claquait, les plongeant dans l'obscurité totale. « Papa! » hurla Maya. « Je te tiens! Je te tiens! » Arthur haleta, cherchant sa lampe de poche à tâtons. Il l'alluma. Le faisceau traversa la poussière. Il se trouvait dans un couloir en béton d'environ 3 mètres de large. L'air était frais et sentait l'ozone. Le bruit des coups frappés par la garnison sur la plaque d'acier au-dessus résonnait sourdement comme un tonnerre lointain. Il ne pourrait pas traverser cet acier sans explosif puissant. « Le méchant va arriver ?» sanglota Maya. Arthur s'agenouilla pour vérifier qu'elle n'était pas blessée. Elle tremblait, mais n'avait rien. Lui, en revanche, avait une longue égratignure à la jambe causée par des éclats, mais la balle l'avait manqué. « Non », mentit Arthur, même si son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine comme un oiseau pris au piège. « Il ne peut pas entrer ici. C'est la base secrète. Souviens-toi de l'aventure. » Il ramassa la maillette et le registre. Il regarda au fond du tunnel. Il s'étendait dans l'obscurité, en pente douce vers le bas. « Allez, viens », dit Arthur en lui prenant la main. « Il faut continuer à avancer. » Ils marchaient en pendant ce qui leur sembla être des kilomètres. Le tunnel n'était plus un puits de mine rudimentaire. À mesure qu'ils s'enfonçaient, les parois passèrent de la roche au béton lisse. Au-dessus de leur tête, de vieux néons industriels s'allumèrent lorsque des détecteurs de mouvement, étonnamment modernes, les repérèrent. « Comment est leur alimentation électrique ?» murmura Arthur. Ils arrivèrent devant une lourde porte blindée. Elle ressemblait à l'entrée d'une chambre forte de banque. À côté se trouvait un clavier. Arthur consulta le registre. Il le feuilleta jusqu'à la dernière page. Là, griffonné de la main de son père, se trouvait une série de chiffres. 12 avril 1900, 585. Arthur s'arrêta. C'était son anniversaire. Il tapa les chiffres. Le clavier émit un bip vert. Un sifflement hydraulique se fit entendre et l'énorme porte s'ouvrit lentement vers l'intérieur. Arthur entra et resta bouche bée.
Ce n'était pas un bunker. C'était un centre de commandement. Des rangées de serveurs informatiques tapissaient les murs, leurs voyants clignotant de manière rythmée. Au centre de la pièce se trouvait un grand bureau en acajou identique à celui du bureau de son père à Seattle, recouvert de cartes et d'écrans. Et le long du mur du fond, des rangées de vitrines en verre étaient éclairées par de douces lumières LED. À l'intérieur des vitrines se trouvaient des roches ternes, grises, sans intérêt. Des roches? Demanda Maya en s'essuyant le nez. Grand-père cachait des roches. Arthur s'approcha du bureau. Un écran d'ordinateur brillait avec un économiseur d'écran. Protocole Sterling Legacy en attente de saisie. Il s'assit. Il posa la maillette sur le bureau. Il toucha le clavier. Une fenêtre vidéo s'ouvrit. C'était son père, Harrison Sterling. Il avait l'air fatigué, plus âgé que dans les souvenirs d'Arthur, vêtu d'un cardigan et tenant un verre de scotch. « Bonjour, Arthur, » dit le Harrison numérique. « Si tu vois ceci, c'est que Richard et Catherine ont fait exactement ce que je craignais. Ils m'ont trahi et ont essayé de vendre cette terre. » Le Harrison de la vidéo se pencha en avant. « Il pense que ce n'est qu'une mine de cuivre, mon fils. Mais Silas Blackwood a trouvé autre chose ici dans les années 20. Il ne savait pas ce que c'était, mais moi je le sais. Cette montagne repose sur le plus grand gisement de prométhium et de néodyme de l'hémisphère occidental. C'est la clé de la technologie du siècle prochain. Les batteries, les systèmes de défense, l'informatique quantique. Ce terrain de 4 acres vaut environ 12 milliards de dollars. Arthur agrippa le bord du bureau pour se stabiliser. 12 milliards. La Zenith Corporation est au courant. Poursuivit l'enregistrement. Ils ont soudoyé Richard. Ils ont fait chanter Catherine. Ils ont essayé de me forcer à signer l'acte de cession. J'ai refusé. Alors ils m'ont empoisonné. C'est une toxine à action lente. Il me reste peut-être une semaine à vivre au moment où j'enregistre ceci. Les yeux d'Arthur se rempliront de larmes. Son père n'était pas mort d'une crise cardiaque. Il avait été assassiné. Je t'ai laissé tout cela, Arthur, parce que tu as la seule chose qui compte. Tes frères et sœurs n'ont pas de conscience. Mais maintenant, tu es en danger. Le système suit ta position. Tu es en sécurité dans le coffre-fort, mais tu ne peux pas y rester éternellement. Tu dois apporter les preuves contenues dans la maillette à la seule personne en qui j'ai confiance. Il s'agit du détective Miller, du 4e district. Mais le plus difficile, c'est de le trouver. L'écran s'est mis à clignoter en rouge. Avertissement, activité sismique détectée, violation du périmètre secteur 1. Arthur a regardé le plafond. De la poussière tombait. Garrison n'avait pas abandonné. Il utilisait des explosifs pour faire sauter la porte blindée. Arthur regarda les cartes sur le bureau. Le réseau de tunnels avait une sortie secondaire. Elle débouchait à 5 kilomètres de là, près d'une ancienne route forestière. « Mere » dit Arthur d'une voix dure. La peur avait disparu, remplacée par une rage froide et brûlante. Ils avaient tué son père. Ils s'étaient moqués de lui. Et maintenant, ils traquaient sa fille. « Prendre la lampe torche. Nous partons. » Il attrapa la maillette. Il prit également un disque dur posé à côté de l'ordinateur et marqué « Sauvegarde ». Alors qu'il courait vers l'arrière du centre de commandement, Arthur vit quelque chose sur le mur. C'était une photo encadrée de lui, Richard et Catherine lorsqu'ils étaient enfants. Mais le verre recouvrant les visages de Richard et Catherine était fissuré. « Je vais venir te chercher », murmura Arthur à la photo. Le tunnel secondaire était un cauchemar. Contrairement au béton armé du centre de commandement, il s'agissait du puits de mine d'origine datant des années 1920. Il était étroit, humide et sentait le pourri. Des poutres en bois noirci par le temps soutenaient le plafond, gémissant sous le poids de la montagne. « Je n'aime pas ça, papa », gémit Maya. Le faisceau de la lampe torche dansait de manière erratique tandis qu'elle trébuchait sur de vieux rails. « Continue d'avancer, ma chérie. Ne regarde pas les murs. Regarde juste mon dos, » ordonna Arthur. Il portait la lourde mallette en acier dans une main et le disque dur dans l'autre. Ses muscles hurlaient de fatigue. Au-dessus d'eux, un bruit sourd résonna dans la roche. Puis un autre. « Ils font des explosions », réalisa Arthur. Garrison n'essayait pas seulement d'entrer, il essayait de les ensevelir. Ils arrivèrent à une bifurcation dans le tunnel. La carte qu'Arthur avait mémorisée indiquait que le chemin de gauche menait à la sortie. Le chemin de droite menait à une impasse. Il dirigea Mia vers la gauche. Soudain, le sol se mit à trembler. Une secousse massive ébranla le tunnel. De la poussière tomba du plafond, les étouffant. Crac! Une poutre de soutien à 3 mètres derrière eux se brisa comme une brindille. Une cascade de rochers et de terre s'écroula, bloquant le chemin qu'ils venaient d'emprunter. Maya hurla en se couvrant les oreilles. « Cours !» cria Arthur en l'attrapant par le bras. Ils se précipitèrent vers l'avant,
tandis que le plafond derrière eux s'effondrait dans une vague de destruction, les poursuivant dans le couloir. Ils coururent jusqu'à en avoir les poumons en feu. Le tunnel s'élargit pour former une grande caverne. Arthur éclaira les environs avec sa lampe. C'était un lac souterrain. L'eau était noire comme du charbon, immobile comme du verre. Les rails s'arrêtaient au bord de l'eau. De l'autre côté, à environ 50 mètres, se trouvait une plateforme en bois avec une échelle menant à une grande lueur de lune qui la traversait. La sortie. Mais il n'y avait pas de pont, juste l'eau noire. « Il faut nager », dit Arthur en évaluant la distance. « Je ne sais pas nager dans le noir », pleura Maya en reculant. « Tu dois le faire, je te tiendrai. » Arthur posa la mallette. Il devait trouver un moyen de la transporter. Elle n'était pas étanche. Si l'épreuve était mouillée, tout serait fini. Il regarda autour de lui dans la caverne. Des caisses pourries étaient empilées près du mur. Il en ouvrit une d'un coup de pied. Elle était remplie de vieilles dynamites minières, inertes, et de nitroglycérine qui suintaient. C'était dangereux. Il recula, puis il la vit. Une vieille barque à fond plat, à moitié submergée dans la boue. Il se précipita et la poussa. Elle était lourde, gorgée d'eau, mais le bois semblait intact. Il écopa l'eau trouble avec ses mains. « Monte !» dit-il à Ma. Elle grimpa à bord, serrant la maillette contre elle. Arthur poussa la barque dans l'eau. Elle flottait à peine. L'eau arrivait à quelques centimètres du bord. Arthur entra dans l'eau. Elle était glaciale, lui coupant le souffle. Elle lui arrivait à la poitrine. Il ne pouvait pas monter dans la barque sans la faire couler. Il allait devoir la pousser. Il se mit à nager, poussant la barque vers la plateforme éloignée. Le bruit des chutes de pierre résonnait dans le tunnel derrière eux. Garrison se rapprochait. À mi-chemin du lac, Arthur eut une crampe à la jambe. La douleur était aveuglante. Il haleta, avalant une gorgée d'eau stagnante. Il coula. « Papa !» Arthur donna une coupe de pied, refit de surface en crachant. Il attrapa le bord du bateau. « Je vais bien » haleta-t-il. « Ne bouge pas. » Il continua à pousser. Ses membres étaient lourds comme du plomb. Le froid s'infiltrait dans ses os, rendant ses mouvements lents. Ils atteignirent la plateforme. Arthur hissa le bateau sur la rive boueuse. Il se traîna hors de l'eau, tremblant de manière incontrôlable. Il grimpa l'échelle en parlant rapidement. Maya grimpa. Arthur la suivit, la mallette en bandoulière. Il poussa la grille pour l'ouvrir. Une odeur fraîche de pain lui frappa le visage. C'était la plus douce odeur qu'il ait jamais sentie. Ils rampèrent dehors. Ils se trouvaient dans un épais bosquet de mûriers, à environ 1,5 kilomètre de la cabane. Arthur regarda en arrière vers sa propriété. À travers les arbres, il pouvait voir la lueur des projecteurs. Plusieurs autres véhicules étaient arrivés. Des hommes envahissaient les lieux. Il vérifia la mallette. Elle était sèche. Il sortit son téléphone de sa poche. Miraculeusement, il avait survécu à l'humidité, mais il n'y avait pas de réseau dans le ravin. « Il nous faut une voiture », dit Arthur en se levant, les jambes tremblantes. « On rentre à pied ?» demanda Maya. « Non, on va emprunter une voiture. » Ils marchèrent à travers les bois parallèlement à la route. À environ 1,5 kilomètre, ils tombèrent sur le camion d'un chasseur garé sur une aire de repos. C'était une vieille Chevrolet. Arthur n'avait jamais rien volé de sa vie. Il était quelqu'un qui respectait les règles, un bon fils, quelqu'un qui était resté pauvre parce qu'il jouait franc-jeu. Il ramassa une pierre et brisa la vitre côté conducteur. « Papa » haleta Maya. « Les règles ont changé ce soir, ma chérie » dit Arthur d'un ton grave. Il déverrouilla la porte et démarra le moteur à l'aide d'un fil. Une astuce qu'il avait apprise en travaillant sur des chantiers de construction où les clés disparaissaient souvent. Le moteur rugit. Alors qu'il s'engageait sur la route principale en direction de la ville, son téléphone vibra. Un signal. Un message vocal s'afficha. Il provenait de sa sœur, Catherine. Arthur activa le haut-parleur afin de pouvoir garder les deux mains sur le volant. La voix d'Arthur Catherine était pâteuse, probablement à cause du vent. « Écoute, Richard panique. Il dit que les acheteurs sont mécontents. Je ne sais pas ce que papa t'a laissé dans cette cabane, mais s'il te plaît, donne-leur ça. Ils parlent de faire du mal à des gens, Artie. Je n'ai pas signé pour ça. Je voulais juste de l'ombre. Appelez-moi. » Arthur serra le volant. Sa peur ne lui procurait aucune satisfaction. Qu'elle apprécie ou non la violence, elle était complice. Il roula toute la nuit, la silhouette de Seattle brillant au loin comme une forteresse. Il n'allait pas au poste de police. Pas encore. Garrison avait mentionné des connaissances communes. Si la Zenith Corporation était assez puissante pour tuer Harrison Sterling, elle avait probablement des policiers à son service. Il avait besoin d'un moyen de pression. Il devait faire un scandale suffisamment grand pour qu'il ne puisse pas le passer sous silence. Il regarda l'horloge numérique sur le tableau de bord. 6 heures.
L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Sterling Associates avait lieu à 9 heures ce matin-là. Elle se tenait au Grand Hyatt, dans le centre-ville de Seattle. Richard serait là. La presse serait là. Arthur regarda ses vêtements sales, ses cheveux emmêlés, et sa fille est terrifiée. « Maya, dit-il doucement, tu me fais confiance? »« Oui, murmura-t-elle. Nous allons nous incruster dans une fête. » Le soleil matinal illuminait la ligne d'horizon de Seattle, transformant les tours de verre en colonnes de feu. Pour les navetteurs qui sirotaient leur café au lait sur l'autoroute I-5, c'était un mardi comme les autres. Pour Arthur Sterling, les bottes couvertes de boue et le sang séché sur le tibia, agrippé au volant d'une Chevrolet Silverado 1995 volée, c'était le jour J. Il quitta l'autoroute et s'engagea dans la zone industrielle de Sodo. Il ne pouvait pas emmener Meyer au Hyatt. Si les choses tournaient mal, et c'était probable, il devait s'assurer qu'elle ne se trouve pas à proximité du lieu de l'explosion. Il s'arrêta devant une clôture métallique ondulée surmontée de barbelés. Un panneau indiquait « Miller's Auto and Salvage ». Arthur klaxonna. 3 coups, bref. Un instant plus tard, un homme massif, avec une barbe comme de la laine d'acier et une combinaison tachée de graisse, ouvrit le portail. C'était Saul, le grand Saul Miller. Ce n'était pas le détective dont son père avait parlé. C'était le contremaître pour lequel Arthur avait travaillé pendant 5 ans. Un homme qui détestait les costumes et qui était d'une loyauté à toute épreuve. Saul regarda le camion cabossé, puis le visage d'Arthur. Il ne posa aucune question. Il cracha simplement par terre et hocha la tête. « Tu as une tête affreuse, Artie. J'ai besoin d'une faveur, Saul, » dit Arthur d'une voix cassée. Il sortit du camion et aida Mia à descendre. Elle serrait toujours la mallette, les yeux écarquillés et traumatisés. « Voici ma fille, Maya. Je veux que tu la surveilles. Verrouille la porte du bureau. N'ouvre à personne d'autre que moi. Si je ne suis pas de retour à midi, appelle le numéro que j'ai écrit sur ce papier. C'est un journaliste du Seattle Times. » Saul regarda la petite fille, son expression sévère s'adoucissant. « Tu es plus recherché que tu ne peux l'imaginer, » dit Arthur. « Ces gens ont tué mon père, Saul. » Saul serra les mâchoires. Il fouilla dans sa poche arrière et en sortit une lourde clé à molette qu'il tapota contre sa paume. « Personne ne touche à cet enfant. Tu as ma parole. Va faire ce que tu as à faire. » Arthur s'agenouilla devant Maya. Il essuya une trace de saleté sur sa joue. « Je dois aller finir ce bébé. Saul va te donner un chocolat chaud et te laisser regarder des dessins animés dans le bureau. Tu es en sécurité ici. Tu vas te battre contre les méchants? » demanda Maya d'une petite voix. Arthur embrassa son front. « Je vais m'assurer qu'ils ne nous embêtent plus jamais. » Il regarda Saul l'emmener dans le bureau fortifié avant de remonter dans le camion. Il fit vrombir le moteur. Il avait 45 minutes pour se rendre au centre-ville, contourner la sécurité et s'introduire dans le plus grand événement d'entreprise de l'année. Il n'avait pas de costume. Il n'avait pas d'invitation, mais il avait la mallette. Arthur gara le camion dans une zone de chargement à 3 pâtés de maison du Grand Hyatt. Il vérifia son reflet dans le rétroviseur. Il avait l'air dérangé. Sa chemise en flanelle était déchirée. Ses cheveux étaient en bataille. Et il avait des cernes sous les yeux qui ressemblaient à des ecchymoses. « Parfait, » marmonna-t-il. Il se dirigea vers l'hôtel. L'entrée principale était envahie par des voituriers garés des Bentley et des limousines. Des agences de sécurité équipées d'oreillettes scrutaient la foule. S'il essayait d'entrer par la porte principale, il le plaquerait au sol avant même qu'il n'atteigne le tapis rouge. Arthur fit le tour du pâté de maison jusqu'à l'entrée de service. 2 employés déchargeaient des caisses de champagne d'un camion de livraison. Arthur attendit qu'ils aient transporté une pile à l'intérieur. Puis il se glissa dans la zone de chargement derrière eux. Il navigua dans le labyrinthe de couloirs en béton qui s'étendait sous l'hôtel de luxe. Il connaissait bien la disposition des bâtiments commerciaux. Les ascenseurs de service se trouvaient toujours à l'arrière. Il trouva un chariot à uniforme garé devant la buanderie. Il s'empara d'une veste de serveur. Elle était 3 tailles trop petite, trop serrée sur ses larges épaules, mais elle couvrait sa chemise en flanelle sale. Il glissa le disque dur dans sa poche et serra fermement la mallette. Il atteignit l'ascenseur de service et appuya sur le bouton de la grande salle de bal. Alors que l'ascenseur montait, Arthur ferma les yeux. Il pensa à son père mourant seul, empoisonné par ses propres enfants avides et cupides. Il pensa à Richard riant du contrat de 5 $. Ding! Les portes s'ouvrirent. Le bruit le frappa instantanément. Le bourdonnement de centaines de voix, le tintement des verres et la musique orchestrale douce. Il sortit dans le couloir de service adjacent à la cuisine de la salle de bal. Il pouvait entendre une voix retentir dans le système de sonorisation.
C'est donc avec une grande fierté que j'annonce le lancement de la Sterling Legacy Initiative, un projet dédié à l'énergie verte et à la préservation durable de nos ressources naturelles. C'était Richard. Il mentait comme un arracheur de dents. Arthur poussa les doubles portes battantes de la cuisine. Le chef lui cria de s'écarter, mais il l'ignora et se dirigea droit vers l'entrée latérale qui menait à la scène. Un agent de sécurité se mit en travers de son chemin. « Hé, vous ne pouvez pas passer par là. Où est votre badge? » Arthur ne s'arrêta pas. Il ne ralentit même pas. Il baissa l'épaule et fonça sur l'agent, lui coupant le souffle. L'agent trébucha et tomba sur une pile de plateaux qui s'écrasèrent sur le sol dans un fracas assourdissant. Le bruit fit taire la cuisine. Arthur ouvrit les portes latérales d'un coup de pied et sortit dans la lumière aveuglante de la salle de bal. La grande salle de bal était une mer de cravates noires et de robes de créateurs. 500 des investisseurs, politiciens et magnats des médias les plus riches de la ville étaient assis à des tables rondes ornées d'orchidées blanches. Sur le podium, Richard Sterling se figea. Il était au milieu d'une phrase, la main levée dans un geste de leadership bienveillant. Son sourire vacilla, puis disparut complètement lorsqu'il vit la silhouette émerger de l'ombre des coulisses. Arthur ressemblait à un naufragé qui venait d'échouer sur une plage immaculée. La veste du serveur était déchirée aux coutures. Ses bottes laissaient des traces de boue sur le sol poli de la scène. Un murmure parcourut l'assistance. « Arthur » murmura Richard dans le micro, le son amplifié dans toute la salle. Il couvrit rapidement le micro, le visage pâle. « Sécurité, faites-le descendre de scène. » Catherine, assise au premier rang à côté d'un homme aux cheveux argentés et au regard froid, se leva en serrant son collier de perles. Son visage était le masque de la terreur pure. Deux grands agents de sécurité se mirent à courir dans l'allée centrale. Arthur marcha jusqu'au centre de la scène. Il n'attaqua pas Richard. Il ne cria pas. Il se dirigea directement vers la table audiovisuelle où un technicien surveillait la présentation de diapositives. « Ne touchez pas à ça !» cria le technicien. Arthur repoussa l'homme. Il jeta la maillette en acier sur la table, ouvrit les loquets et sortit le disque dur qu'il avait pris dans le bunker. « Mesdames et messieurs, » dit Arthur d'une voix rauque, grinçante et suffisamment forte pour couvrir le brouhaha, « je m'excuse pour cette violation du code vestimentaire, mais je pense que vous voudrez voir ça. »« Coupez le micro! Coupez la transmission !» hurla Richard, perdant son sang-froid. Il se jeta sur Arthur. Arthur fut plus rapide. Il avait passé sa vie à transporter du bois et à couler du béton, tandis que Richard passait la sienne à frapper des balles de golf. Arthur repoussa son frère d'un coup de poing dans la poitrine, envoyant Richard valdinguer en arrière sur le sol. La foule hurla. Les flashs des appareils photos de la presse se mirent à crépiter comme des feux d'artifice. Arthur inséra le disque dur dans l'ordinateur portable de présentation. Il appuya sur « Override ». L'écran géant derrière la scène, qui affichait jusqu'alors une photo d'une forêt sereine, devint noir. Puis une vidéo apparut. C'était Harrison Sterling. La date indiquée était celle de la semaine précédente. « Je m'appelle Harrison Sterling. » La voix de la vidéo résonna dans la salle voûtée. « Et je suis en train d'être assassiné par la Zenith Corporation avec la complicité de mes enfants Richard et Catherine. » Le silence dans la salle était absolu. C'était un vide qui aspirait l'air des poumons de 500 personnes. Richard se releva précipitamment, le visage violet. « C'est un deepfake. C'est de l'IA. Il est fou. Éteignez ça. » Mais la vidéo continua. Ils veulent la propriété de Blackwood Ridge. L'image de Harrison disait « Pas pour la préserver, mais pour les gisements de prométhium qui se trouvent en dessous. Ils prévoient d'exploiter la montagne à ciel ouvert, empoisonnant la nappe phréatique sur 80 km. Ils ont soudoyé le commissaire à l'urbanisme. Voici les reçus. Des documents commencèrent à défiler à l'écran. Des virements bancaires. Des emails entre Richard Sterling et un certain V. Krell de Zenith Corp. Des signatures falsifiées. Arthur regarda le premier rang. L'homme aux cheveux argentés assis à côté de Catherine Victor Krell, le PDG de Zenith, se levait lentement. Il n'avait pas l'air paniqué. Il avait l'air agacé. Il fit un geste subtil de la main. Les portes latérales de la salle de bal s'ouvrirent brusquement. Ce n'était pas la sécurité de l'hôtel. C'étaient des hommes en trench coat, les mêmes hommes qui avaient attaqué la cabane. Garrison les menait. « Ça suffit !» cria Garrison en sortant un pistolet de son étui. Au milieu de la salle de bal du Grand Hyatt, il sortit son arme. Des cris éclatèrent. Les participants plongèrent sous les tables. « Arthur, baisse-toi !» cria une voix à l'arrière. Arthur se baissa derrière le podium juste au moment où une balle brisait la carafe d'eau à côté du micro. Il regarda dehors. Ce n'étaient pas des agents de sécurité qui faisaient une irruption par les portes principales.
C'était la police. Mais pas seulement des agents de quartier. C'était une équipe du SWAT menée par un homme en costume froissé brandissant un badge. Les policiers ont baissé leurs armes. C'était le détective Miller, le vrai détective Miller. Arthur avait envoyé l'email depuis l'ordinateur du bunker avant leur fuite. Il avait envoyé les preuves à tout le monde. Le FBI, le PA, le Seattle Times et le 4e commissariat. Garrison hésita. Il était encerclé. Il regarda Krell. Krell était déjà en train de reculer, essayant de se fondre dans la foule paniquée. « C'est fini, Richard !» cria Arthur depuis le podium. Richard se tenait au centre de la scène, regardant tour à tour l'écran qui affichait ses crimes et la police qui faisait irruption dans la pièce. Il regarda Arthur. Pendant une seconde, son arrogance disparut. Il n'y avait plus que le regard effrayé d'un petit garçon qui réalisait qu'il avait cassé quelque chose qu'il ne pouvait pas réparer. « Je devais le faire !» balbutia Richard, les larmes coulant sur son visage. « Ils allaient me tuer aussi, Arthur. Je n'avais pas le choix. » « Nous avons toujours le choix, dit Arthur en se levant, alors que les policiers plaquaient Garrison au sol et envahissaient la scène. Les agents attrapèrent Richard et lui tordirent les bras derrière le dos. Une autre équipe intercepta Catherine alors qu'elle tentait de s'enfuir par une issue de secours. Arthur regarda ses frères et sœurs se faire menotter. Les flashs des appareils photo l'aveuglaient. La presse s'était précipitée comme des vautours. « Monsieur Sterling, nous !» cria un journaliste en tendant un micro vers le visage d'Arthur. « Est-ce vrai? La montagne vaut-elle vraiment des milliards? Que comptez-vous en faire? » Arthur regarda l'écran où le visage de son père était figé dans un sourire triste. Il regarda le chaos du gala ruiné. Il attrapa la mallette. Il ne répondit pas au journaliste. Il descendit les marches de la scène, la foule s'écartant devant lui comme la mer Rouge. Il devait retourner à Sodo. Il devait récupérer Maya. Mais alors qu'il atteignait la sortie, une main attrapa son bras. C'était Victor Krell. Le PDG de Zenith n'avait pas encore été menotté. Il était insaisissable. Il se pencha vers lui et lui murmura d'une voix basse qui sentait la menthe poivrée et la pourriture. « Tu penses que c'est une victoire, mon garçon? » murmura Krell. « Tu viens de coûter beaucoup d'argent à des gens puissants. Tu penses que quelques flics et une vidéo vont nous arrêter. Nous sommes l'avenir. Tu n'es qu'un homme avec un tas de terre. » Arthur regarda Krell dans les yeux. Il y vit le vide. Le même vide qu'il avait vu chez Richard et Catherine. « Je ne suis pas qu'un homme avec un tas de terre, » dit Arthur d'une voix calme et dangereuse. « Je suis l'homme qui détient l'acte, et je suis l'homme qui sait où les corps sont enterrés, littéralement. » Arthur se pencha vers lui. « Et si jamais tu t'approches encore de moi ou de ma fille, je n'enverrai pas les preuves à la police. J'enverrai le reste des dossiers, ceux qui concernent les comptes offshore au Caïman, ceux que mon père a cryptés. » Les yeux de Krell s'écarquillèrent. Il ne savait pas si Arthur bluffait. Arthur ne bluffait pas. Il libéra son bras et sortit de la salle de bal, laissant derrière lui les ruines de l'Empire Sterling. L'adrénaline retomba dès qu'Arthur ramena le camion volé sur le parking de Miller's Auto and Salvage. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne parvint pas à tourner la clé pour couper le moteur. Le portail métallique s'ouvrit et, avant même qu'il ne soit complètement ouvert, une petite tache rose et denim fonça vers lui. « Papa !» Arthur tomba du camion et attrapa Maya en plein vol. Il enfouit son visage dans ses cheveux, sentant l'odeur de la graisse mécanique et du shampoing à la fraise. Elle était réelle. Elle était en sécurité. Big Saul se tenait à l'entrée du bureau, un fusil dans une main et un jus de fruits dans l'autre. Il hocha lentement la tête. « J'ai vu les informations, Artie. Ils ont interrompu le match de football pour ça. Tu as bien fait, petit. Tu as vraiment bien fait. » Arthur regarda son ancien contremaître. Des larmes coulaient sur son visage couvert de crasse. « C'est fini, Saul. On peut rentrer à la maison. » Mais la maison n'était pas l'appartement exigu dont ils avaient été expulsés, ni la cabane délabrée. 6 mois plus tard, la salle de conférence de Sterling & Associates était silencieuse. La table en acajou était la même, mais les personnes assises autour avaient changé. Richard et Catherine avaient disparu, remplacés par des administrateurs judiciaires et des auditeurs fédéraux. Arthur était assis en bout de table. Il portait un costume désormais bleu marine parfaitement ajusté à sa large carrure. Mais il ne portait pas de montre. Il n'avait pas besoin de connaître l'heure. Il était maître du temps. M. Henderson, l'ancien avocat de la famille, semblait avoir rajeuni de 10 ans. Il fit glisser un épais dossier sur la table. « L'audit est terminé, M. Sterling, » dit Henderson en inclinant respectueusement la tête. Richard et Catherine, ayant été reconnus coupables d'espionnage industriel et de complot, en vue de commettre un meurtre, leurs avoirs ont été gelés et liquidés pour payer les dommages-intérêts. Cependant,
En vertu de la clause de survie du trust original de votre père, une clause que Richard n'a jamais pris la peine de lire, tous les avoirs familiaux confisqués reviennent aux bénéficiaires restants. Arthur regarda les papiers, le penthouse, l'ombre, les voitures, l'Empire. Tout cela lui appartenait. « Je n'en veux pas », dit Arthur d'une voix calme. Henderson marqua une pause. « Monsieur, vendez le penthouse, vendez l'ombre, vendez les voitures », ordonna Arthur. « Prenez le produit de la vente et créez une fondation pour les familles confrontées à des dettes médicales. Appelez-la le fonds Sarah Sterling, en l'honneur de ma femme. » « Et la société ?» demanda Henderson. « Et la propriété de Blackwood Ridge ?» Arthur sourit. C'était le rebondissement auquel personne ne s'attendait. « La propriété de Blackwood Ridge reste à moi, » dit Arthur. « Et nous n'allons pas l'exploiter. J'ai demandé au géologue d'examiner les données de papa provenant du bunker. Nous n'avons pas besoin d'extraire le prométhium pour gagner de l'argent. Papa avait déjà mis au point le processus de raffinage synthétique dans ce laboratoire. Il avait trouvé comment créer des composants énergétiques propres sans détruire la Terre. Il avait simplement caché le brevet là-bas, car il savait que Richard le vendrait aux compagnies pétrolières pour l'enterrer. Arthur se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le ciel pluvieux de Seattle. « Nous changeons d'orientation pour l'entreprise, Monsieur Henderson. Fini les fonds spéculatifs. Nous lançons Sterling Clean Tech. Nous allons sauver le monde avec cette cabane polluante. » Une semaine plus tard, Arthur se rendit seul à la prison d'État. Il s'assit derrière la vitre. De l'autre côté, Richard ressemblait à un fantôme. Il avait les cheveux rasés et la peau pâle. L'arrogance avait été balayée par la dure réalité d'une peine de 20 ans. Richard décrocha le téléphone. Il ne ricana pas. Il ne se moqua pas. Il avait juste l'air fatigué. « Pourquoi es-tu ici, Artie ?» demanda Richard d'une voix rauque. « Tu es venu te réjouir? Tu es venu me dire à quel point tu es riche? »« Non, » répondit Arthur doucement. « Je suis venu te donner ceci. » Arthur appuya un morceau de papier contre la vitre. C'était une photocopie de l'acte original de propriété de Blackwood Ridge. « Lis les petits caractères en bas, Richard. La partie que papa a écrite en latin. » Richard plissa les yeux. « Je ne lis pas le latin, Arthur. Tu le sais bien. Il est écrit « Nemo quod non habet ». Personne ne donne ce qu'il n'a pas, traduisit Arthur. Et en dessous, il y a une clause restrictive. Si le terrain est vendu à des fins minières, ou si les minéraux sont extraits à des fins lucratives, la propriété de l'ensemble du domaine Sterling est automatiquement transférée à l'État de Washington pour être utilisée comme parc public. Les yeux de Richard s'écarquillèrent. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « C'était un piège, Richard, » dit Arthur en se penchant vers lui. « Même si tu m'avais forcé à vendre, même si tu m'avais tué et pris l'acte, tu n'aurais jamais obtenu l'argent. Au moment où tu aurais signé le contrat avec Zenith, tu aurais tout perdu. Papa savait que tu étais cupide. Il a utilisé ta cupidité contre toi. » Richard laissa tomber le combiné. Il fixa le verre, réalisant soudain que toute sa trahison, le meurtre de son père, la tentative d'assassinat de son frère, tout cela n'avait servi à rien. Arthur raccrocha le téléphone. Il se leva, boutonna sa veste et sortit de la prison. Il ne se retourna pas. Les montagnes étaient calmes. La pourriture avait disparu. Arthur se tenait sous le porche du chalet récemment rénové situé au 4400 Blackwood Ridge. Ce n'était pas un manoir. C'était une belle maison en rondin, solide, avec de grandes fenêtres qui encadraient le coucher de soleil. La cabane avait disparu, mais le bunker était toujours là, sous la maison, transformé en une ferme de serveurs hautement sécurisée pour ses recherches. Maya, âgée désormais de 8 ans, courait dans la prairie, son rire résonnant entre les pins. Elle poursuivait un chiot Golden Retriever qu'ils avaient adopté dans un refuge. « Papa, regarde !» cria-t-elle en pointant le ciel du doigt. Un aigle à tête blanche tournoyait au-dessus de leur tête, profitant des courants thermiques. Arthur but une gorgée de café. Il regarda l'acte encadré sur le mur près de la porte. Prix d'achat, 5 $. Ses frères et sœurs avaient vu une étiquette de prix. Son père avait vu un test. Arthur avait vu un foyer. Il descendit les marches pour rejoindre sa fille dans les hautes herbes. Il n'était plus le mouton noir. Il était le berger. Et alors que le soleil plongeait derrière la crête, peignant le ciel d'or et de violet, Arthur Sterling comprit enfin ce que l'on ressentait en étant l'homme le plus riche du monde. Et cela ne lui avait pas coûté un centime. C'est ainsi qu'un héritage de 5 $ a détruit un empire corrompu et sauvé une famille. Arthur Sterling a prouvé que la véritable valeur ne se trouve pas dans les comptes bancaires ou les portefeuilles d'actions, mais dans le caractère, le courage et la sagesse de regarder au-delà des apparences. Ses frères et sœurs ont couru après l'or et se sont retrouvés en cage.
Arthur a couru après la vérité et s'est retrouvé avec le monde. Cela vous amène à vous demander si l'on vous avait remis une clé rouillée et un acte de propriété en ruine. Auriez-vous la patience de trouver le trésor qui s'y cache? Ou seriez-vous parti comme Richard et Catherine? Si vous avez aimé cette histoire de justice, de karma et de trésors cachés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Je veux connaître votre avis dans les commentaires. Si vous héritiez aujourd'hui de 12 milliards de dollars, quelle serait la première chose que vous feriez? Faites-le moi savoir ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.